De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'écoute. Nous allons parler de s'écouter soi-même. S'écouter soi-même. Une phrase qu'on entend souvent dans la vie en général, et surtout au début, quand on a des problèmes chroniques comme la douleur chronique ou la fatigue, c'est écoute ton corps. Les gens nous disent souvent ça. Écoute ton corps. Est-ce que c'est un bon conseil? Moi, je crois que non. C'est un très bon conseil pour les gens dans la vie en général. Beaucoup trop de gens n'écoutent pas leur corps, ils se brûlent, ça cause beaucoup de problèmes de cette façon-là. Donc ça semble une espèce de sagesse ultime et on le dit aux gens avec des problèmes chroniques, écoute ton corps. Ce n'est pas un bon conseil parce que comme nous l'apprenons de plus en plus, j'espère que vous êtes familier avec le concept, le problème avec la douleur neuroplastique, c'est que le corps envoie des signaux sains et saufs et c'est le cerveau qui interprète mal les signaux. Donc quelqu'un en fatigue chronique qui écoute son corps va passer la moitié de son temps couché au lit. Quelqu'un en douleur chronique va passer la moitié de ses journées écrasé sur le sofa. Ce n'est pas un bon conseil. Il ne faut pas écouter son corps. Il faut corriger l'interprétation du cerveau. Et là, peu à peu, on va réaliser que notre corps était bel et bien sain et sauf. C'est seulement notre cerveau qui interprétait mal les signaux du corps. Donc, écouter son corps, ce n'est pas un bon conseil et ce n'est pas ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais parler de s'écouter soi-même. Concept très différent. Lorsqu'on explore le reconditionnement de la douleur, on réalise que beaucoup de thérapeutes, dès le début de la première session, demandent aux gens s'ils ont eu des situations adverses ou des situations traumatiques dans leur enfance. C'est très important de poser cette question-là parce que les gens qui ont eu des événements adverses et des traumatismes dans leur enfance ont beaucoup plus de chances de développer de la douleur chronique, des symptômes chroniques. C'est un fait. Et donc, il faut rester conscient de ça. C'est une des premières questions qu'ils posent d'habitude. Pas tous, mais beaucoup. Maintenant, il faut faire attention parce que selon ma compréhension actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont des événements adverses dans leur enfance. Qu'est-ce qu'un événement adverse? Ça peut être beaucoup de choses. Divorce, deuil, ce genre de choses-là, de la violence émotionnelle, verbale, physique, sexuelle. Beaucoup de chances de développer des symptômes chroniques plus tard si on a eu ce genre d'événement dans notre enfance. Maintenant, là, il faut faire attention, c'est que beaucoup de gens ont des événements adverses dans leur enfance, et là, vous pouvez aller voir la liste sur Internet si ça vous intéresse, mais ils réussissent à éliminer leur douleur chronique relativement rapidement, et avec la version étroite du reconditionnement de la douleur, je corrige l'erreur de mon cerveau, j'interprète mieux les signaux sains et saufs de mon corps, j'élimine mes symptômes, et voilà, le tour est joué. Et certaines personnes qui n'ont aucun événement adverse, c'est rare, là, mais prenons un cas extrême, quelqu'un qui n'aurait aucun événement adverse dans son enfance pourrait avoir plus de difficultés avec le reconditionnement de la douleur et là avoir besoin de faire un travail plus profond émotionnellement. Donc, il n'y a pas de recette. Si vous avez une enfance difficile avec beaucoup d'événements adverses, des traumatismes même, ne vous dites pas ah, ça va être plus long pour moi, il va falloir que je fasse un travail plus profond émotionnellement. Ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ce n'est pas ce dont je veux parler dans cette vidéo. Je faisais ça comme une introduction. Ce que je veux aborder justement, c'est les gens, la deuxième catégorie, qui pensent qu'ils ont eu une enfance normale. Le genre de personne qui dit au psychothérapeute ah, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu une enfance normale. Hein, j'avais mes deux parents, ils étaient là pour moi, ils répondaient à mes besoins physiques, aucun divorce, aucun deuil, aucun abus émotionnel, physique, verbal, sexuel, peu importe. Une belle enfance. Un concept qu'il faut explorer ici dans cette vidéo, c'est ce qu'ils appellent
la séparation proximale. La séparation proximale. C'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de parents qui sont présents pour leurs enfants. Ils sont présents physiquement, ils jouent avec eux, mais ils ont de la difficulté à s'harmoniser avec l'enfant. En anglais, ils appellent ça attunement. C'est un peu difficile à traduire, ils en parlent tous. J'ai regardé une vidéo récemment du Dr. Yo de la chaîne CD Coach. Elle parle constamment de attunement. You have to attune to yourself. Il faut s'harmoniser avec soi-même. Comme on s'harmonise avec un bébé. Il y a beaucoup de parents, et ce n'est pas de leur faute, ils faisaient de leur mieux. Ils étaient là pour l'enfant, physiquement. Mais ils avaient beaucoup de difficultés à s'harmoniser nerveusement avec le système nerveux de l'enfant. Et donc, dans ces cas-là, de l'extérieur, on pourrait dire que la personne a eu une belle enfance, une enfance normale. Mais non, tes parents étaient là pour toi. Mais il manquait quelque chose. Ce sont des parents qui ont de la difficulté à souvent exprimer leurs émotions. Ce sont des maisonnées, ce sont des foyers où l'expression émotionnelle n'est pas encouragée. Et lorsqu'on essaie de jouer avec l'enfant, on ne sait pas toujours ce dont l'enfant a besoin. Admettons que l'enfant a besoin de repos, à ce moment-là, il s'éclaire. La personne dit « Ah, moi j'ai envie de jouer avec l'enfant », elle prend l'enfant, elle joue avec l'enfant. Ou quand l'enfant est stressé, et pleure et a besoin d'attention, on dit « Ah non, là, c'est pas le temps, là. Je suis stressé, j'ai d'autres occupations. » Donc c'est un peu ça qu'ils appellent la séparation proximale. Donc, même si on a eu des parents présents, si on a eu cette fameuse séparation proximale, il est très possible que nous ayons de la difficulté, tout comme nos parents ont eu de la difficulté à s'harmoniser avec nous, à s'harmoniser avec nous-mêmes, à s'écouter soi-même. Dans le fond, c'est ça, à s'auto-réguler. L'enfant n'est pas capable de s'auto-réguler. Il a besoin de quelqu'un d'externe pour l'aider à se réguler. Et si ça a été mal fait, malgré les meilleures intentions des parents, on parle ici vraiment de parents présents physiquement. Malgré les bonnes intentions des parents, il n'y avait pas une harmonisation émotionnelle. Et donc plus tard dans la vie, il va y avoir des gens, c'est ça, qui vont avoir de la difficulté à, qu'est-ce que j'appelle dans cette vidéo, s'écouter soi-même. Et selon beaucoup de gens dans le reconditionnement de la douleur, c'est une des clés du rétablissement. Il faut apprendre à s'écouter soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est différent d'écouter son corps? Oui, très différent. Quand on a des symptômes neuroplastiques, comme je l'ai dit au début, je ne crois pas que ça soit bon d'écouter son corps. Mais c'est bon d'apprendre à s'écouter soi-même. Comment on s'écoute soi-même? Premièrement, ça semble évident, mais on va le dire, on s'écoute soi-même dans le silence. Ça prend beaucoup de silence. La plupart des gens que je rencontre maintenant n'aiment pas le silence. Passent beaucoup de temps à s'étourdir, à se distraire. Il y a toujours une télévision ouverte. Il y a toujours de la musique, constamment de la musique. Toujours un livre entre les mains. Toujours un écran, téléphone, tablette, télévision. On ne s'écoute pas soi-même. S'écouter soi-même, ça se fait dans le silence. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être de la méditation traditionnelle. On peut aller simplement sur un banc de parc, s'asseoir, et rester avec nous-mêmes en silence. Dans la méditation traditionnelle, ils nous disent, par exemple la méditation de base, de focusser sur la respiration. Et là, dès qu'on pense, on revient à la respiration. C'est pas grave. Le but n'est pas de ne pas penser, le but est de revenir.
Donc la méditation, évidemment, fait partie de l'écoute de soi-même. Mais si vous n'aimez pas la méditation, ce n'est pas grave. On peut même être à l'écoute de nos pensées. Je crois que la différence ici entre se laisser entraîner dans nos pensées et être à l'écoute de nos pensées fait principalement partie de ce qu'on pourrait appeler l'autocritique. Ne pas juger nos pensées, ne pas être autocritique envers nos pensées et avoir une certaine distance quand même avec nos pensées. On n'est pas obligé de faire de la méditation traditionnelle, mais il ne faut pas sentir que nous sommes les pensées. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent, sentent que c'est ça leur personnalité. Je suis mes pensées. Il suffit de créer une distance. Je suis, j'ai des pensées, et là, on s'écoute soi-même. Ah, j'ai des pensées. J'ai des pensées négatives. C'est pas grave. Je ne me juge pas. Je ne m'auto-critique pas. Ah, j'ai des émotions intenses en ce moment. D'où ça vient, ça? Est-ce que ça a rapport avec ma famille? Est-ce que ça a rapport avec mon travail? Est-ce que ça a rapport avec mes amis? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je me sens comme ça? Et là, on peut même reculer. Voici une bonne question à se poser. C'est quand la première fois que je me suis senti comme ça? Et là, on remonte. Dans le temps, on laisse tout ça remonter. On sent sans juger, sans s'autocritiquer. Il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de mauvaise émotion. On laisse nos émotions remonter, on laisse nos pensées remonter, on laisse tout remonter, sans bloquer, et on écoute. On se traite dans le fond comme un bébé. Ça peut paraître bizarre à dire, mais on fait ce que nos parents, avec leur séparation proximale, n'ont pas fait, c'est-à-dire s'écouter, s'harmoniser avec nous-mêmes, sans jugement. Très important. On ne juge pas un bébé. Le bébé pleure, le bébé fait pipi, fait caca sur lui-même. On ne juge pas le bébé pour ça. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi on ne juge pas les bébés. C'est à partir de quel âge qu'on commence à juger? 3, 4, 5 définitivement, 6. On dirait que plus ça avance, plus on juge. Donc c'était ça le message du vidéo. J'espère que ça a été utile. Pour faire un résumé, on n'écoute pas notre corps. On s'écoute soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont des événements adverses, des événements traumatiques dans leur jeunesse. Ça peut être une cause de la douleur chronique, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des événements adverses dans notre jeunesse que ça va être plus difficile ou plus long de faire le reconstruction de la douleur. Ça peut aller vite. Il n'y a pas de recette. Il y a des gens qui ont eu une enfance normale, peu importe ce que ça veut dire, et pour qui le processus peut être plus long et complexe. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance normale et que nos parents étaient là pour nous qu'ils étaient en harmonie avec nous émotionnellement. Et là, c'est de devenir dans un sens un parent envers nous-mêmes. De voir notre système nerveux apeuré comme un petit enfant apeuré. Et là, on le console. On s'harmonise avec le bébé apeuré, l'enfant apeuré en nous. Et on le console, on l'apaise, on s'harmonise avec lui. On est à l'écoute de nous-mêmes.